J'espère. Allô? Oui, oui, Allô? on t'entend. Oui, on t'entend. D'accord. Alors, là, j'aimerais m'excuser parce que là, actuellement, je suis en train d'aller à Damara. J'ai eu une urgence là-bas, j'accompagne le ministre, mais je suis obligé de m'arrêter en cours de route pour participer d'abord à la réunion, enfin, à la conférence avant de continuer. OK. Merci beaucoup. Euh, Partagez. on va commencer. Tatiana, je te laisse commencer. Merci, Junior. Alors, bonjour à tout le monde. Tatiana Régnier. Donc, comme Junior avait présenté, je suis membre du fonds de dotation Monsoro Tibet. Je suis chargée des projets que nous recevons au sein de Monsoro Tibet. Et merci à vous d'être connectés aujourd'hui pour cette conférence. Alors, mis à part Gauthier, qui du coup représente, on va dire, une structure locale, qui représente l'institution sur place à Bangui, qui doit nous parler en tout cas de ce qu'on appelle nouvelles technologies, voilà, dans notre beau pays, la RCA. Du coup, j'aimerais bien que Paiko aussi, qui est membre de Bakamba, mais qui, du coup, a une autre casquette aujourd'hui, se présente et nous présente la structure pour laquelle il est là aujourd'hui. Alors, merci Tatiana. Donc, comme je disais tout à l'heure, moi, c'est Paiko Dimassé. Donc, j'ai un petit long parcours. Aujourd'hui, je représente la société TIC2P, donc pour Technologie de l'information et de la communication et prestations plurielles, qui est basée à Bangui, donc à l'avenue David Daco, en face de l'ancien Dameka. Et aujourd'hui, donc moi, je suis entrepreneur de la diaspora en Centrafrique. Donc, vous imaginez bien les quelques difficultés que j'ai justement à mettre en place certaines choses et à avancer sur certains points. Mais moi, je suis essentiellement basé sur les systèmes comment dire, de badges, les systèmes de badges, donc les badges d'identité. Je travaille notamment avec les institutions telles que le PAM, les PNUD, où j'ai eu certaines occasions de fournir des badges à Orange. Et aussi, derrière, j'avais une partie imprimerie que j'ai laissé tomber suite au Covid pour des difficultés vis-à-vis de cette situation-là. Et puis, bah, aujourd'hui, je suis en train d'essayer de revenir avec de nouvelles idées, notamment des portiques sécurisés avec des badges et aussi des portiques pour des particuliers. Voilà un peu en résumé. D'accord, c'est intéressant vraiment ce que tu es en train de dire. Après, ça me ramène à plein d'autres questions, mais je vais quand même me contenir là. Je ne vais pas franchir les étapes comme ça. Alors, Gauthier, Paiko, vous êtes là à nous parler Vous êtes tous les deux en mode TIC, au fait. Et en français simple pour le commun des mortels, qu'est-ce qu'on rajoute derrière cette technologie de l'information et de la communication? C'est tellement un trop gros mot pour nous autres. Concrètement, on y met quoi? Bon, alors, quand on parle des technologies de l'information et de la communication, c'est un ensemble de machines, pour faire simple, qu'on utilise pour traiter de l'information. D'accord? Alors, ces machines permettent d'aller plus vite. Comme il vient de le dire tout à l'heure, par exemple, on va mettre des micropuces, des circuits électroniques qui permettent de contrôler un accès je sais pas moi, un bureau, une chambre, couplé à tout ce qui est alerte. Donc, quand on parle de TIC de façon basique, c'est l'utilisation de l'électronique qui est devenue de l'informatique dans la vie de tous les jours en vue de nous faciliter enfin, la vie, globalement. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut dire de façon basique. Après, on va aller dans des questions plus complexes. Mais voilà, TIC, voilà, ça se résume à ça. Merci Gauthier. Paiko, je ne sais pas si tu veux nous Alors compléter après, quelque chose. il y a la... Yeah. Je laisse Gauthier continuer. Et je crois qu'il voulait Vas-y dire quelque Gauthier. chose. Bon, bref, en gros, c'est un peu ça. Et puis, il y a la possibilité que ces circuits imprimés qui composent des papiers informatisés puissent se communiquer entre eux et faciliter la vie à l'utilisateur.
comment on doit parler de TIC dans la vie de tous les jours, c'est un peu ça. Après, si on veut le parler sur un aspect professionnel, voilà, on peut rajouter plusieurs autres couches différentes. Quand je parle de couches, c'est en fonction de ce qui est en face. Par exemple, là, nous sommes en train d'utiliser un peu qui a une couche de communication qui nous permet de nous relier de façon instantanée. Au-delà de ça, on a le hardware. Le hardware, c'est vos téléphones portables, vos ordinateurs et tout ça. Et derrière, il y a le soft. Le soft, c'est l'application informatique qui permet à tout un chacun de se connecter, de se mettre en réseau et puis de pouvoir travailler, partager des informations. Voilà, de façon basique, si je dois parler de titre. Ouais. Ben, juste pour compléter ce que Gauthier dit, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est très vaste. Les TIC regroupent vraiment plusieurs corps de métiers. On peut aller de la télécommunication jusqu'aux jeux vidéo, en passant par le contrôle d'accès. Et l'éthique, pour faire simple, c'est ce qui nous entoure aujourd'hui. C'est ce sur quoi le monde est amené à utiliser. Comme vous voyez aujourd'hui, l'expansion de Twitter et autres moyens de communication, c'est à travers ces technologies-là, c'est à travers les outils de cette technologie-là, donc notamment les téléphones portables, les ordinateurs. Aujourd'hui, si on arrive à faire cette communication en Zoom aujourd'hui, ça fait partie d'éthique. Donc après, s'organiser en société et choisir une partie, un bout de ce que l'éthique propose, c'est possible. Il y a des structures qui font un peu tout. On va parler aujourd'hui de Google, de Meta à travers Facebook. Ils s'appuient sur l'éthique pour pouvoir faire tout ce qu'ils veulent aujourd'hui derrière. Donc l'éthique, pour finir, c'est très vaste, mais c'est très près de nous. Et c'est vraiment notre quotidien d'aujourd'hui. D'accord, ok, merci, c'est bien noté en tout cas. Et on perçoit un peu mieux, on palpe un peu mieux en tout cas le domaine dans lequel vous évoluez. Avant de poursuivre plus loin, on parle aujourd'hui diaspora parce que la plupart des personnes connectées aujourd'hui, on est membre de la diaspora. Déjà, d'entrée, qu'est-ce qui vous a motivé à aller entreprendre en Centrafrique? Et surtout dans ce domaine-là, dans les nouvelles technologies. Et pour toi, Païko, au-delà de la motivation, au fait, quel frein tu as rencontré là-bas? Et du coup, je verrai avec Gauthier, en tant qu'expert terrain, il va nous faire un état des lieux au fait de la connectivité là-bas. Alors, donc, c'est vrai que… Alors, la motivation, d'abord, pour la motivation, c'est simple. Je suis parti de Centrafrique en 2001, lors des événements de 2001. Donc, j'ai fait une partie de mes études, une très grande partie de mes études ici, parce que je suis rentré ici en seconde. Mais j'ai eu la chance d'avoir le pied centrafricain, c'est-à-dire que chaque année, je rentrais. Mais les domaines dans lesquels je me suis orienté, donc pour faire simple, moi j'ai fait un parcours en robotique. Donc les domaines vers lesquels je me suis orienté ne me permettaient pas de me projeter en Centrafrique de manière instantanée après mes études. Par contre, j'ai vu dans l'éthique une possibilité de partager donc mes amours de la technologie, donc vis-à-vis de l'électronique que j'ai eu comme formation en licence, mais aussi de la robotique où, par exemple, l'année dernière, on a pu faire un colloque d'une semaine avec des jeunes des lycées techniques où on les a initiés à ce domaine-là. Donc, entreprendre en Centrafrique était naturel pour moi vis-à-vis donc de ma famille. Je suis centrafricain, mais vis-à-vis aussi des aspirations que j'ai pour ce pays et vis-à-vis des TIC, parce que c'est quelque chose que j'adore, notamment les jeux vidéo. On en parlera plus tard. Maintenant, pour les difficultés que j'ai rencontrées, je vous dirais… Le plus dur, c'est de faire une étude de marché digne de ce nom, parce qu'en réalité, on est très vite confronté au manque d'informations, en fait, au manque de données. Moi, je sens en toute transparence, donc j'y suis allé un peu comme un cabri, la tête baissée, et puis j'ai foncé, mais j'ai très vite déchanté. Donc, entre les ressources humaines qui manquent
mais le manque de données vis-à-vis de ce que tu veux faire, parce que tu ne sais pas trop ce qu'il fait, quand il le fait et comment avoir un carnet d'adresses, par exemple, ce genre de choses. Donc, du coup, ça, c'est vraiment les difficultés que j'ai eues et que j'ai encore hein, sur certains aspects. Et par contre, il y a quelque chose qui a été vraiment très bien, c'est la création de la structure a été très rapide. Et donc, je rejoins un peu les conférences qui ont été faites en amont. La création de la structure, moi, je me suis appuyé sur une notaire qui on a déroulé le statut et ça s'est fait même à distance. Au fait, je suis allé une seule fois pour signer les documents et au bout d'un mois, j'avais tous les documents signés et disponibles. Donc ça c'est un point positif. Mais vraiment, les blocages que j'ai eus, c'est vraiment au niveau des études de marché que j'ai voulu initier. Et je me suis finalement dit, je me lance et puis on verra. Et aussi le manque de ressources sur place. Aujourd'hui, grâce aux conférences que j'ai pu faire l'année dernière à Bangui, ben, je suis en contact avec certains jeunes qui sortent d'école et on reste en contact perpétuel où on partage des projets ensemble. Et c'est des personnes sur lesquelles je pense pouvoir capitaliser pour pouvoir avoir cette même vision parce que très souvent, ils partent à l'extérieur et ils y restent. Mais ceux qui sont sur place, ils ont des idées, mais ils ne peuvent pas les partager parce qu'ils n'ont pas les outils, donc notamment l'éthique. Donc voilà, les difficultés, c'est vraiment ces deux points-là pour moi. Au niveau du carnet d'adresses, comment connaître ton marché, comment faire une étude de marché avec des données, et ensuite derrière aussi avoir du matériel pour pouvoir pallier à certains manques. Merci. Gauthier, du coup, tes motivations et c'est quoi l'état de la connectivité là-bas aujourd'hui? Alors, je vais essayer de parler en deux temps. Déjà, les motivations, c'était que je me suis levé un matin et je me suis dit, et chez les autres, et chez toi, il n'y a rien. Dans un premier temps, enfin, je rentrais vraiment pas pour travailler pour l'État. J'étais rentré pour mettre en place ma société parce que quand j'étais au Mali, au Sénégal, j'avais ma société qui fonctionnait bien et j'ai décidé de rentrer. Donc, un beau jour, j'ai pris un avion, je suis rentré en 2017. J'ai vu un peu comment ça marche ici, et tout, au-delà des relations familiales et tout. Et je me suis rendu compte que c'est un terrain vierge et qu'il y a beaucoup à faire. Donc, derrière, je suis venu, j'ai implanté ma société, ma structure et tout. Et un jour, je suis venu, j'ai implanté la structure et je suis parti. Et un jour, on m'appelle au téléphone, on me dit, oui, bonjour monsieur, vous avez des questions mais le pays a besoin de vous. Le pays a besoin de vous en fonction de quoi. Sinon, il y a un projet dans le domaine des infrastructures de télécommunications. Et ça fait 6 mois que le poste est ouvert, on n'arrive pas à trouver quelqu'un, il y en a qui déjà. Je leur ai dit, d'accord, je vais venir. Comme ça, je suis rentré en tant qu'expert technique pour la Banque africaine de développement, après pour la Banque mondiale et puis après pour la BAD. Donc, du coup, je suis revenu. Moi, j'étais plus pour entreprendre, pour créer un cabinet conseil d'intégration SSI, tout ce qui est conseil, accompagnement, déploiement, des configurations de haut niveau. Donc, finalement, je me suis retrouvé à travailler pour l'État de notre pays et j'ai trouvé que c'est un challenge intéressant. Après, au-delà des difficultés, pour compléter M. Dimassé, c'est que déjà, le pays manque de, comment je peux dire, on n'est pas organisé. D'accord? Le fonctionnement même de l'administration est disparate. Les choses, on ne les trouve pas là où on doit les trouver. Et que si tu arrives dans le marché, il y a le contexte social qui est un peu plus, je dirais pas compliqué, mais complexe. Parce que tu vas être en face de plusieurs acteurs différents et chacun vient avec son calendrier, plus ou moins. Si tu n'es pas solide dans ta vision des choses, tu vas abandonner un problème, tout simplement. Après, finalement, c'est plus une question de relation. Si tu connais les bonnes personnes qui eux-mêmes connaissent les bonnes personnes, tu peux facilement implanter ta société. Après, nous avons toujours cette maladie-là de estimer ce que Centrafricain peut faire. On préfère ceux qui viennent de l'étranger. Et après, avec le temps, parce que les Centrafricains ne sont pas assez, sont pas sérieux déjà, quand tu vas demander de concevoir un dossier, tu vas voir que le temps de dossier est très léger. Après, tu vas essayer de l'accompagner, mais bon, ça, c'est un autre débat. Donc, grosso modo, j'ai eu le courage de rentrer parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire. Ça, c'est de un. De deux, je pense que la Centrafrique de demain se construit maintenant. Si tu ne rentres pas maintenant pour essayer de participer à la fondation qui entend d'être bâtie, dans 15 ans, tu viendras te battre avec des gars beaucoup plus friqués que toi, et qui ont beaucoup plus d'idées. Ça,
à beaucoup de choses. Tout un chacun ici, dans les domaines de compétences auxquels vous êtes là, le terrain est vierge. Tu vas arriver, il y aura toujours des gens qui vont te décourager. Il y a la pression familiale parce que l'aspect social n'est pas négocié. Après, une fois que tu sais ce que tu veux et tu sais pourquoi tu es là, quand on va démarrer, tu vas te dire, bon, bref, les gens sont là, mais je sais ce que je veux et tu vas aller directement au but. Ça va être des années de combat, ça fait 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et après, si tu sais ce que tu veux, je pense que c'est vraiment un terrain vierge. Et pour avoir travaillé au gouvernement, je peux vous assurer que de plus en plus des banques d'investissement arrivent, de plus en plus de gens viennent maintenant s'installer, parce que aujourd'hui, la RCA est peut-être le seul pays où tu peux faire des gros investissements, tu peux bâtir des infrastructures, où on n'a plus besoin de faire que des services, on a vraiment besoin de bâtir. Et c'est maintenant qu'on est en train de bâtir. C'est vraiment la motivation première, ce qui m'a permis de rentrer, d'où je suis en train de bâtir pour l'instant l'un des infrastructures les plus importantes du pays. Et au-delà de ça, je pourrais plus tard vous expliquer plus longtemps. On est en train de compléter ces infrastructures. Ça, c'est vraiment une première partie. Ça ne fait que 1000 km et on a vraiment besoin de ça. En termes de télécom pur, je ne vais pas juste concentrer par rapport à la connexion, mais on va commencer d'abord par le taux de pénétration du mobile, c'est-à-dire le petit équipement IT. Disons qu'au niveau africain, c'est 87 combinés pour 100 habitants. En RCA, c'est 23 combinés pour 100 habitants. On a une marge de projection de 77 combinés. S'il le faut, 60 à 70 combinés. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous avons 50% du territoire national qui est couvert en réseau 3G. Mais parallèlement à ça, nous avons que 10% de la population qui se connecte de façon régulière à Internet. Ce qui veut dire que pour 6 millions d'habitants, nous sommes un des pays à fort taux de progression. Donc, du coup, pour quelqu'un qui a envie d'investir, ça, c'est vraiment en termes de connexion. Donc, pour séparer les deux, taux de pénétration du mobile, nous sommes à 24 mobiles pour cent. Pour vous ramener au ratio, ça vous fait pour 6 millions d'habitants. Disons que c'est 20% du territoire qui utilise régulièrement un téléphone 3G. Pas ceux qui achètent un téléphone avec une puce. On a un autre problème, c'est que les opérateurs de téléphonie mobile en RCA ont choisi de faire ce qu'on appelle des zones blanches. Donc, en gros, on implante des antennes BTS à Bangui. On saute Bangui, on va implanter des antennes à Boali. On saute Boali, on le fait à Yaloké, ainsi de suite. Ce qui veut dire que si tu quittes Bangui pour aller à Yaloké, qui fait 305 km, 350 km, tu vas te rendre compte qu'à Bangui, tu as le réseau. À Boali, tu as le réseau. À Bossambélé, tu as le réseau. À Yaloké, tu as le réseau. Et bizarrement, pendant ton trajet, ce qu'on appelle l'itinérance, tu es dans une zone blanche. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de continuité de service. Et toute la population qui se trouve dans ces zones blanches ne sont pas ou très peu comptabilisées. Donc, on peut faire comptabiliser les villes dans lesquelles ces antennes BT sont implantées. Pour dire, bon, Yaloké, c'est 50 000 habitants. Donc, on prend les 50 000 habitants, plus les 1 200 000 habitants. Parce que Bangui, vraiment, c'est super à 98%. On va dire, bon, ça fait tel, et on essaye de sortir des statistiques. Donc, ça, c'est vraiment le gros problème sur l'aspect télécommunication. Sur l'aspect Internet, c'est maintenant que dans ces chefs-lieux, disons dans les 20 préfectures, parce qu'on est passé de 16 à 20, dans les 20 préfectures de la RCA, tu vas voir, si tu fais ce qu'on appelle les CDR, tu vas voir des gars, 50 personnes sont connectées à Boussambélé, 500 personnes sont connectées à Bakri, 200 personnes sont connectées à Nélé, 10 000 personnes sont connectées à Béberaki. Donc, c'est disparate. Tu ne veux pas consolider cette base-là pour essayer de faire des projections commerciales. D'accord? Ce qui fait que les entreprises arrivent, ils veulent s'investir, mais ils vont dire oui, mais bon, la population. Le problème, c'est un peu ça. Si nous avons fait la continuité de service, d'accord? De handover, ce qui veut dire que de Bangui jusqu'à Boali, c'est correctement couvert. On aurait dû avoir, si c'est 1 200 000 plus les 100 000 habitants de Boali, on aurait dû avoir plus. Parce que entre Bangui et Boali, qui fait 94 km, il y a beaucoup d'habitants. Il y a beaucoup de gens qui sont là dans les trucs. D'autres, pour appeler, ils sont obligés de prendre leur voiture ou leur moto, partir sous la colline ou bien à l'entrée de Kassango pour avoir le réseau. Donc, ça, c'est vraiment le premier problème qui est un handicap dans le Et le second problème, c'est que jusqu'à maintenant, les gens ne sont pas conscients des volumes de données dont ils en ont besoin
pour se connecter à Internet. Donc, ça va être des petites activations de 200, 1000 francs, 1500. Donc, du coup, leur temps de connexion est inférieur. Et c'est pour régler ce problème que nous sommes en train de bâtir pour l'instant l'infrastructure à fibre optique qui va apporter plus de valeur, plus de capacité et qui va diminuer la communication de l'ordre de 40%, le coût de communication. D'accord. Dans la continuité de ce que tu dis, Gauthier, des problématiques, en fait, quand tu parles de connexion de zones blanches, il y a une question de Arnaud. Soit dit en passant, si vous avez des questions, vous pouvez les noter, hein. Vous pouvez les taper en faudra à Gauthier à Païko. Il y a Arnaud, en fait, qui demande si, en fait, y a-t-il une politique aujourd'hui pour contraindre, entre guillemets, contraindre ou sensibiliser ces opérateurs téléphoniques à réduire ces zones blanches. Est-ce qu'il y a une politique, d'une part, et deuxièmement, par rapport à ce que tu parles de la fibre optique, où ça en est aujourd'hui et où ça en est aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ça, et en fait, quels sont les avantages que ça peut amener pour les gens. D'accord. Alors, en termes des opérateurs, nous avons mis en place, on vient à peine de faire voter la loi 1802 qui régit tout le secteur en matière d'infrastructure. Et d'un autre côté, il faut encourager aussi les opérateurs parce qu'ils investissent des milliards et ils veulent un retour sur investissement. Le dernier opérateur à massivement investir, c'est Orange. Parce qu'au début, les télécels qui ont fait plus de 20 ans en RCA n'investissent pas. Ils ont un petit groupe de clients qui ont fait. Là, maintenant, on a libéralisé le secteur. Malheureusement, ce cartel étant moribond, les opérateurs ont une obligation de qualité de service. Ça, c'est des choses qui n'existaient pas. Jusqu'à ce que j'arrive, il a fallu mettre en place tout ça. Et les obligations de qualité de service, c'est des équipements, c'est des commutateurs CDR au niveau de l'ARCEP qui va permettre à l'ARCEP de voir la qualité de service produit par un opérateur et plus ou moins de le sanctionner si la qualité de service n'y est pas. Donc là, nous avons pour l'instant des outils de sanction. Je vous informe même qu'il y a Orange qui est actuellement, Orange SA, ils sont pas pour négocier la licence 4G qu'ils veulent lancer. Et donc ça, c'est le premier point. L'État a des outils de contrainte. Ces outils, c'est d'abord le régulateur dans un premier temps. C'est vraiment le boulot du régulateur qui consiste à réguler le secteur, à voir l'état d'investissement et on vient d'opérationnaliser le FSU. Le FSU, c'est le Fonds de services universel. C'est un fonds instauré au niveau de l'Union internationale des télécoms. Malheureusement, en Centrafrique, on a eu beaucoup de mal à le mettre en place parce que les gens ont très mal compris la notion d'unicité des caisses qui a bloqué l'investissement dans le secteur. Mais heureusement, l'actuel ministre des Finances a vraiment fait ça. Donc là, on va opérationnaliser le FSU. Le FSU, c'est que les zones où les opérateurs ne veulent pas y aller, le gouvernement va implanter des BTS qui obligent les opérateurs à venir travailler. Donc ça, c'est l'une des mesures phares que nous sommes en train de faire. Et aussi, on a remis l'autonomie financière au régulateur, qui est l'ARCEP. Donc, la loi finance 2022 vient de le faire. Et nous venons de mettre en place ce qu'on appelle l'unité spéciale de contrôle des communications électroniques, qui est une entité chargée de contrôler l'ensemble des communications électroniques dans le pays. Donc, on a opérationnalisé ça, c'est en mars. Parallèlement à cela, dans le cadre de mon travail, nous allons mettre en place ce qu'on appelle l'Agence centrafricaine de développement du digital. Cette agence, son rôle sera de vraiment aller vers une économie numérique. Donc, ça veut dire qu'on va commencer au cas par cas. D'abord, la première des choses, c'est qu'on va digitaliser les services publics. Donc, ces services-là, c'est les services importants, à savoir la déclaration, donc tout ce qui est impôts, tout ce qui est douane, tout ce qui est état civil dans un premier temps. Et au fur et à mesure, on va rajouter les points. Dans 2-3 mois, je vais vous annoncer la mise en place du Network Information Center. C'est pour un peu répondre à M. Tounaché. C'est le réseau d'information nationale qui permet de centraliser l'ensemble des informations en fonction de ce que nous voulons. Par exemple, un entrepreneur, il n'a plus besoin d'aller chez un tiers, mais il se connecte sur peut-être le commerce.gouv.cf et il a toutes les informations et il a un répertoire des entreprises en RCA. Et je crois qu'il y a un monsieur qui s'appelle Brice Ekomo. Il est en train de faire un formidable travail. Il y a une application, si vous cherchez dans votre market, il s'appelle Nilao. C'est un répertoire des entreprises qu'il est en train de faire et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment d'inciter en allant vers cela pour que tout le monde sait que bon, nous avons ça. Et la semaine prochaine, le gouvernement nous a demandé de mettre en place une ligne verte. Donc, cette ligne verte, c'est vraiment le premier pas du combat contre la corruption. Tu pars à l'hôpital, pour te soigner, le médecin dit que tu achètes le médicament chez toi. Et si tu refuses de soigner ta famille, tu as peur de perdre ta famille, tu es obligé de céder au caprice du médecin. Donc la ligne
verte permet, c'est au niveau de la primature, ça permet à tout un citoyen de pouvoir signaler ces genres de cas. Donc, nous sommes en train de mettre en place la fondation même d'une gouvernance numérique. Donc ça, c'est vraiment ce qui est en cours. Maintenant, revenons à la fibre optique. La fibre optique, aujourd'hui, nous sommes à 95% d'exécution. Quand je dis 95% des exécutions, il y a deux aspects. Il y a l'aspect génie civil qui consiste à faire des tranchées, donc à faire des tranchées dans la ville de Bangui, et à déposer la fibre optique. Donc, quand on fait des tranchées dans la ville de Bangui, nous avons 50 km de tranchées de fibre optique qui a été fait dans la ville de Bangui, et nous avons 1000 km de fibre. Donc, vous quittez Bangui, vous passez Boali, Yaloké, Bossambele, Yaloké, Bossimpélé, Baoro. Au niveau de Baoro, on fait Baoro-Carnot, Carnot-Berberaki. Quand tu arrives à Berberaki, tu as Berberaki, Gamboula. Donc là, c'est la frontière avec le Cameroun du côté de Kenzo. Et tu as Berberaki, Yamando, Lopo, Salo, Lola. Salo, Bayanga, Bomanjo, Cabo, par rivière Rouge. Donc de ce côté, on se connecte avec les. Là, actuellement, quand tu arrives au niveau de Salo, on fait la fibre sous-fluviale, donc sur 180 km. En gros, on dépose la fibre au fond marin. Et on sort de l'eau dans une ville sans qui s'appelle Salo. Du côté camerounais, il nous reste à 150 mètres pour nous connecter dans la dernière chambre camerounaise. La fibre optique de la RCA est finie. On a installé tous les équipements de transmission. Nous avons 12 équipements de transmission. Et le retard que nous avons utilisé aujourd'hui, c'est que les Camerounais ont choisi des équipements Huawei. D'accord? Et donc, ils sont coincés aujourd'hui par rapport aux sanctions américaines. Ils ont du mal à avoir les équipements. Pareil pour le coup. Par contre, nous, les Centrafricains, on a choisi des équipements EICI. C'est des constructeurs israéliens. Pour ceux qui sont dans le télécom, si vous connaissez les équipements de transmission. Donc, nos équipements sont tous là avant nous. Le Network Operation Center de Bangui est installé à 100%. Boali est installé à 100%. Bossambele est installé à 80%. Yaloké est installé à 80%. Il nous reste deux sites qu'on n'a pas fait. C'est le site de Sano et c'est le site de Nola. Sinon, tous nos autres sites techniques, les sites de régénération optique sont déjà faits. Donc, là, les Congolais nous disent qu'ils vont opérationnaliser la fibre de leur côté à partir de novembre. Donc, disons que novembre, nous pourrons déjà tester la liaison internationale sur les réseaux ACE, les réseaux WAC, en novembre. Maintenant, les Camerounais, c'est eux qui ont un calendrier assez ambigu. J'ai eu des séances de travail avec Camtel la semaine passée. Ils m'ont dit que Huawei va leur livrer. Donc, ça, c'est vraiment ça que nous sommes en train. Après, en termes de spécifications techniques, nous utilisons du SDH et du DWDM. Ça, c'est vraiment aussi, il y a des ingénieurs en transmission ici. Nous utilisons du SDH et du DWDM. Je ne sais pas si on a trop par rapport à ça, mais bon, je crois qu'on est plutôt l'utilisation. Maintenant, il y a ton micro qui est coupé. Oui, j'étais en train de dire, ouais. pour moi, le commun des mortels, là, il est en train de me perdre. D'accord? Bon, je vais revenir à des trucs. Bon, une question terre à terre. Aujourd'hui, oui. Niveau technique, tu es en train de nous dire que la fibre est quasiment installée. Niveau opérationnel, comment ça se matérialisera avec les opérateurs? Quel coût il y aura pour le centrafricain lambda que je suis, que je représente aujourd'hui, pour le porte-monnaie, pour la connexion, pour l'utilisation? Ça représenterait quoi? Est-ce que ça serait plus avantageux pour le centrafricain ou pas, au fait, concrètement, mais pas seulement pour le centrafricain, pour l'entrepreneur que Païko est-ce que cette fibre optique qui est en train d'être installée, ça va être avantageux, au fait, pour son entreprise? Ça va être très avantageux pour son entreprise parce qu'on lui apporte cette facilité de communication. Le coût de communication, je vous ai dit précédemment, va être divisé de moitié, voire de 3/4. D'accord? Ça, c'est vraiment simple. Quand vous me parlez d'opérationnel, je vais vous répondre que parallèlement à ce que nous sommes en train de faire, on est aussi en train de recruter un opérateur d'infrastructure. Parce qu'il faut séparer un opérateur d'infrastructure d'un opérateur de réseau mobile ou un FAI. D'accord? En RCA, nous avons 3 opérateurs de réseau mobile et nous avons un opérateur qui a une licence globale qui est Socatel. Donc, parallèlement à ce que je suis en train de faire, je suis aussi en train de restructurer la Socatel.
peut-être lundi, je risque de faire un aller-retour à Yaoundé. On est en train de restituer à Socatel. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le coût de connexion deviendra aussi bas que dans tous les autres pays d'Afrique. Disons que si on a un opérateur comme Socatel qui décide de faire du FTTH, c'est-à-dire la fibre, les anciens poteaux de Socatel où on tirait les lignes téléphoniques chez nous, là, quand on était un peu plus jeune. Ça veut dire que quelqu'un aura un débit Internet minimum garanti en débit descendant de 30 à 35 mégas à partir de 20-25 000 par mois. Disons que je vous dis de l'illimité. Donc, en gros, tu payes 25 000 francs par mois, tu as de l'Internet illimité à la maison. D'accord? Ça change là. En Ça change beaucoup. opportunité même d'affaires, ça change totalement parce que même nous qui voulons créer, même si ce n'est pas dans l'éthique, mais d'un point de vue entrepreneurial, ça aide même, par exemple, les paiements, que ce soit des paiements en monnaie, Orange Money, des choses comme ça, bah, ça va plus vite les choses. Donc, forcément, c'est un impact intéressant pour nous, ceux qui veulent entreprendre. C'est un impact énorme pour le pays. Si vous voyez là des slogans que nous avons mis en place, c'est vers l'émergence d'une économie numérique. Quand on dit vers l'émergence d'une économie numérique, c'est toute cette économie-là, qui n'est pas physique, mais qui se trouve sur les infras que nous allons lancer. Ça, c'est vraiment la première des choses que vous devez réaliser. La deuxième des choses, parallèlement à ce travail, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle le point d'échange Internet. C'est vraiment pour maintenir la communication locale au niveau local, pour baisser sensiblement les coûts. Parce que l'un des gros soucis, c'est que 99% de notre communication passe par satellite. D'accord? Ce qui nous coûte extrêmement cher. Et il y a un truc qu'on appelle la terminaison d'appel ou la terminaison de données. Notre pays est obligé de réviser. Si tu m'appelles aujourd'hui, faire l'aiguillage, aller juste en France avant de revenir alors que tu es à la. Ce qui fait que le coût de communication est énorme. Donc, rien que ça, dans 4 à 5 mois, parce que ce n'est pas le rôle du gouvernement de vendre Internet au client final, c'est le rôle de Orange, Move, Télécel et naturellement de Socatel qui va être respectueux. D'accord? Donc, il y a l'opérateur d'infrastructure. Pour l'instant, nous avons 2 grosses sociétés qui ont postulé pour devenir opérateur d'infrastructure en Centrafrique. C'est les plus grosses sociétés du domaine. Bon, je ne vais pas les citer parce que c'est confidentiel. Mais le dossier est presque à la fin. Et je vous informe qu'aujourd'hui, je suis en train d'aller à Damara, mais ce matin, il y a mes équipes qui sont en train de tester la liaison Bangui-Boali en fibre optique. C'est-à-dire, ils ont allumé les machines, les équipements de transmission de Bangui, ils ont allumé les équipements de transmission de Boali, et depuis ce matin, ils sont en train de tester les liens entre Bangui et Boali pour voir la vélocité du système, pour voir si ça résiste. Donc, quelqu'un reste à Bangui, ils envoient beaucoup de paquets. Donc, quand on parle de paquets, c'est-à-dire qu'ils testent la qualité du réseau, la performance du réseau. Je vous rassure tout de suite, nous avons un réseau de 72 brins, c'est-à-dire qu'on a la fibre optique 72 brins, qui a la plus grosse vitesse de notre réseau, c'est 14 gigabits par seconde. Notre réseau fait du SDH et du DWDM. Le DWDM, c'est la longueur d'onde. Donc, ça veut dire qu'en termes de longueur de onde, on peut augmenter la capacité comme on veut. Et il y a beaucoup d'opérateurs qui veulent rentrer dans le marché sur Paris. Au-delà de Orange, Move, Télécel, il y a Canal Box. Ce n'est pas pour ceux qui vivent en Afrique centrale ou dans certains pays. Il y a Canal Box. C'est-à-dire dans 5 à 6 mois maximum, il y aura les triple play. On te donne un petit boîtier là, tu as la télé, Internet, machin pour 20, 25 000 francs. Donc voilà. Donc ça, c'est l'un des gros trucs que nous avons. Donc en termes d'impact sur le plan économique, sur le plan FTTH, sur le plan tout ce qu'il faut, il y aura vraiment un boom dans l'économie nationale. Déjà pour l'emploi, ces jeunes que devraient, ils peuvent aller comment tu aérien pour pouvoir connecter. Donc ça, c'est vraiment l'un des trucs qui va être en vogue dans 5-6 mois. Nous avons, ce soir, je vais recevoir le rapport de test du lien Bangui-Boali. Je pourrais plus tard vous soumettre, enfin, on les parties sur Non, on veut avoir toutes les informations. Ouais, Je vais demander à Païko, je ne sais pas si lui, est-ce qu'il accueille
cette vision fibre optique là, de la même manière que Gezewan est en train de nous le transmettre, est-ce que Païko, tu le perçois d'un bon œil pour ton entreprise? Et auquel cas, au fait, au travers de toi, c'est un peu les entreprises de la place qu'on représente. En gros, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, ça améliorerait peut-être ta productivité ou autre dans ton entreprise? Comment tu perçois tout ça? Déjà, moi, personnellement, c'est de bon augure parce que justement, moi, j'ai par exemple un serveur Synology que j'essaye d'utiliser souvent pour pouvoir transmettre mes données avec mes collaborateurs. Et je vous avoue qu'ils ont du mal à se connecter et à m'envoyer les données à temps ou à discuter par rapport à ça. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qui va peut-être faire accélérer les communications vis-à-vis de mon entreprise. Mais de manière générale, tout ce qui a été dit par Gauthier, au fait, finalement, j'ai eu plein de… ça fait rêver parce que finalement, on se rend compte que dans les domaines de la santé, de l'éducation, du culturel, il y a des choses qui pourraient être faites et concrétisées vis-à-vis de cette avancée numérique et donc notamment l'arrivée de la fibre. Donc oui, donc pour répondre simplement, hein, oui, ça fait rêver et j'attends avec impatience déjà dans les 4 mois qu'on soit complètement couvert et puis qu'on puisse être raccordé au Cameroun et que derrière, on puisse faire de belles choses. Merci, Païko. Alors, je ne sais pas, Gauthier, j'aimerais bien rebondir. Alors, on parle de déploiement de toute cette connexion, mais derrière, on est là, on est réunis pour l'entrepreneuriat. Et du coup, j'ai entendu parler de l'agence centrafricaine de… Tu me complètes, du coup? Le développement du digital. Le développement du digital. Oui. Merci. À quoi consisterait cette agence-là? Est-ce que ça accompagne du coup, comme tu as dit, votre slogan pour accompagner vers l'économie numérique ou digitale? Du coup, cette agence, quel est son rôle en vrai? Alors, l'agence, disons sur un aspect purement juridique, c'est un EPIC, un établissement public à caractère industriel et commercial. Son rôle, c'est il vient compléter la batterie d'outils. J'aime pas trop le mot digitalisation parce que la traduction elle est mauvaise, mais ça vient compléter l'outil numérique du pays. En gros, je vais vous dire, il y a l'ARCEP, c'est vraiment le régulateur de ces télécommunications, et il y a l'agence centrafricaine, c'est l'équivalent de l'ANPIC dans certains pays. Au Cameroun, c'est l'ANPIC, au Sénégal, c'est ADIE, au Rwanda, c'est RISA, et bon, en France, je ne sais pas trop. Bref. Cette agence, son rôle, c'est un établissement public à caractère industriel qui va se charger de digitaliser l'administration publique. C'est une sorte de Socatel, si vous voulez, pour faire simple. C'est une sorte de Socatel, mais dédié à tout ce qui est métier numérique. Donc déjà, dans un premier temps, le rôle de cette agence, c'est de numériser l'administration. Donc, ça veut dire tout ce qui est projet de développement technologique de l'administration doit être réalisé par cette agence. C'est pour éviter les disparités. Deuxièmement, l'agence va être une porte d'entrée qui centralise tout ce qui est projet de développement technologique. Dès qu'il y a un projet qui a un aspect technologique, c'est l'agence en question qui sera chargée d'accompagner le gouvernement dans la réalisation de ce projet. C'est vraiment d'aller de manière ordonnée. Ça, c'est la première. La deuxième des choses, l'agence sera des prestations pour le privé et le public. Je vous donne un exemple très simple. Les banques. Disons que les banques, ils ont souvent des très mauvais informaticiens et tout leur système informatique est souvent sous-traité hors du pays auquel ils sont traités. C'est le cas de toutes les banques qui sont installées. Le rôle de l'agence maintenant, c'est de délivrer des clés publiques privées, donc des clés sécurité. Ces clés, c'est des codes alphanumériques qui permettra de faire de l'alerte sécurité en disant peut-être à EcoBank, faites attention, on est en train de vous pirater depuis tel pays. Donc, vous chiffrez vos communications. Voici une clé publique et une clé privée. Vous chiffrez l'ensemble de vos communications et nous jouerons le rôle d'assurer la sécurité. Parce que l'entrée sur le territoire centrafricain se fera à partir d'un point unique. C'est là où on appelle les points d'échange Internet. Donc, ces points uniques permettent
de centraliser les communications et ça permet de contrôler tout ce qui est communication externe de la communication interne. Et ça permet d'éviter qu'on reroute nos communications internes vers l'international. Si on reroute les communications, ça coûte cher. Donc ça, c'est vraiment le deuxième. Le troisième aspect, l'agence va être propriétaire du data center national de niveau tier 3. Nous sommes en train de bâtir un data center national de niveau tier 3. Le data center principal est à Socatel. Le premier backup, on va le mettre au niveau du ministère de l'économie, des postes et des télécoms. Mais je suis en négociation avec des bailleurs pour qu'on puisse mettre le backup à Boili. Parce que pour faire un data center, il faut voir tous les contraintes d'énergie, de disponibilité de services et tout. Et vu que la fibre optique passe par Boili, et que Boili étant une ville où le courant est disponible à 80% du temps, donc on va faire un backup là-bas. Donc là, on va faire ce qu'on appelle la colocation. M. Dimaché, par exemple, avec son serveur Synology, il veut peut-être numériser l'ensemble de ses besoins. D'accord? Pour le faire dans son propre entreprise, ça lui coûtera forcément cher parce qu'il lui faut la main-d'œuvre nécessaire pour maintenir et gérer ses infrastructures. À ce moment, on va virtualiser l'ensemble des ressources de M. Dimaché qu'on va stocker dans le data center. Tout ce qu'il aura à faire, c'est d'avoir accès à Internet, ce qu'on appelle SAS de SaaS, Software as a Service ou as a System. Donc, on lui fait un déploiement il peut virtualiser l'ensemble de ses serveurs. Pour vous, ici, qui êtes habitué, on lui de prendre des serveurs en ligne sur OVH. C'est pas que pour faire du web, pas pour faire des sites web, mais tout un tas de services, il peut le déployer en ligne. Ce qui veut dire que toutes les villes où la fibre optique traverse, M. Dimaché peut se lever ici, aller proposer des services à Bréberat. Sans avoir besoin de ramener tous ses matériels, il prend juste son ordinateur et un nouveau alternative. Il se log sur son serveur en ligne qui est stocké au niveau du produit et il déploie tout le service. Et il peut centraliser la gestion de l'ensemble de ses infras à partir d'un seul point auquel il est connecté à Internet. Et donc ça, c'est l'avantage de la CDI. Là, j'ai quand même une question. Je vais te couper, Gauthier. La question qui me vient naturellement, c'est notamment sur la cybersécurité. Est-ce que derrière, vous êtes équipé et donc vous avez mis en place aussi autour de ces infrastructures des éléments qui permettent de garantir la sécurité des données et donc du coup de ces transferts-là? Oui, on va le mettre. Nous sommes en train de le faire. Récemment, je pense que vous avez bien suivi l'actualité au début du mois de juillet. Le chef de l'État était allé à l'université pour inaugurer la construction d'un centre de formation digitale à l'université. Ça, c'est encore l'un de mes projets. Et la composante de ce projet est qu'on va mettre en place l'Agence nationale de cybersécurité. Au-delà de ça, on va mettre en place l'Agence nationale des transactions électroniques parce que j'ai écrit une bonne partie des articles de la loi pour la création des crypto-monnaies. D'accord. On va mettre en place l'Agence nationale des transactions électroniques. Et là, je vous ai parlé du CCIRT. On est en train de mettre en place le CCIRT SOC PKI, qui est un centre d'alerte contre tout ce qui est attaque informatique. Et le PKI, c'est délivrer des clés publiques privées pour sécuriser et chiffrer les communications. Et ça permet notamment de faire des signatures. Et donc, du coup, des signatures électroniques. Et ça aussi, ça va être un département de la CDD. Donc, après ça, nous allons faire des appels à candidature pour récupérer les meilleurs centrafricains sur négociation avec le gouvernement pour leur demander de bien payer les gens pour qu'ils puissent avoir le courage de rentrer. En réalité, quelqu'un peut. Il y en a deux là qui sont deux ou trois qui sont là. J'en connais bien un déjà qui me voit, mais il y en a quelques-uns. Souvent, quand je commence comme ça, je dois répondre à beaucoup de questions. T'inquiète, ça va bon. Poser vite les questions comme ça, je vais voir de sécurité qui va être quand même de la CDD pour répondre à la première question de Madame. Il y a l'agence de sécurité, il y a la sécurité, il y a la gouvernance et il y a aussi le e-gouvernement que nous sommes en train de mettre en place. En réalité, je vais vous faire une confidence. D'autres chefs de l'État sont tellement impressionnés par la manière dont le RISA au Rwanda a réussi à supprimer la corruption, à gérer de façon élégante. Tout ce qu'ils ont fait est basé sur la gouvernance électronique. L'idée, c'est qu'en Centrafrique, on arrive à réaliser notre 5 ans. Donc, déjà, supprimer tout ce qui est corruption. Si aujourd'hui l'État, s'il coûte 7 000, tu vas payer
arrives d'ici à 2000, après tu donnes 1000 francs celui-ci, et quand tu fais le point, tu perds 50 000 pour faire l'état civil qui normalement te revient à faire. Donc c'est vraiment la vision qui est derrière tout ça. La CD2, c'est l'outil qui va permettre à notre pays de se réaliser. En gros, ce que j'avais dit au chef de l'État, c'est replacer le citoyen au centre même des décisions du pays. Donc voilà, brièvement, si je dois faire court, et comme il y a beaucoup de questions, la CD2, c'est son rôle. On va le créer par loi. Je suis en train de préparer tous les dossiers parce qu'on va aller à la session parlementaire d'octobre. D'accord? Donc, en session parlementaire d'octobre, on va faire créer la CD2 par loi. Et à partir du mois de mars-avril, là où la fibre optique sera pleinement fonctionnelle, parce qu'on va faire l'inocuration en quelque sorte, mars-avril, la CD2 pourra vraiment. Et en plus, je vous informe que la CD2 va beaucoup recruter. Mais vraiment, la première année, on aura besoin de 36 personnes. La deuxième année, ça sera 77. La troisième année, on va passer à 120 personnes. Enfin, j'ai un peu rédigé l'ensemble des documents qui sont à ce sujet. Et je pense que ça va être bon. Là, mon combat aujourd'hui, c'est d'éviter que ça devienne l'ancien ART, où les politiques utilisent ça pour caser leur gars et tout. Donc, on est vraiment en train de mettre la barre très, 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 très haute et on veut que les meilleurs Centrafricains rentrent et qu'ils puissent participer au développement. Maintenant, voilà, en tout cas, comme a dit Paiko, vraiment, ça fait rêver tout ce que j'entends. Tout ce que j'entends fait rêver, mais après, on est dans le concret. Alors, l'âme entrepreneuriale que j'ai me pousse à poser cette question. OK, on dit économie numérique. Peut-être que quelqu'un qui est connecté ce soir a des projets dans ce domaine-là, dans le digital, dans le numérique. Et derrière, comment ça va se passer concrètement? J'ai mon idée de projet. Je me rapproche de qui? Est-ce que c'est réfléchi? Comment ça va être accompagné les projets? Ou du coup, ça passe toujours par cette agence-là? Ou du coup, à l'intérieur, il y aura une cellule, je ne sais pas, pour accompagner. Non. Ne confondez pas cette agence avec un entrepreneur. L'agence bâtit des infrastructures pour que l'entrepreneur puisse les utiliser et réaliser ses ambitions. OK. Tu vis en France, tu as tous les outils juste à disposition. Tout ce que tu as, c'est mettre en place tes idées et devoir les réaliser. D'accord? Cette agence digitalise les ressources de l'État. C'est une agence pour digitaliser l'État et aussi vendre ses services au privé. L'agence n'est pas une obligation pour un entrepreneur. Non. En gros, l'agence bâtit toute l'infrastructure de télécommunication. Enfin, tout ce qui... Mais du coup, moi, entrepreneur, je passe par qui si j'ai envie de me lancer dans ce domaine-là? Est-ce qu'il y a une pôle dédiée à l'accompagnement à l'entrepreneuriat numérique? Ou je ne sais pas, est-ce que c'est réfléchi? Parce que c'est bien d'avoir les infrastructures, mais du coup, il faudrait un accompagnement pour éduquer les gens ou les inciter dans ce domaine-là. Je suis d'accord, mais là, si on est arrivé au niveau où on doit construire un centre de formation digitale, c'est que ça part d'un constat. Il n'y a pas de ressources humaines, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, il y a certaines questions qui relèvent purement du domaine du ministère des PME, PMI, du commerce, entre autres. Parce que là, en fait, c'est les frontières. Nous, du TIC, on est devenu un métier qui est transversal. Nous sommes obligés de travailler avec tout le monde, mais nous n'avons pas pour vocation de faire le métier des autres. J'aimerais que ça soit clair. Cette agence, c'est pour digitaliser l'administration publique et vendre ses services à l'administration privée. Maintenant, un entrepreneur comme toi, il y a d'autres outils que notre pays possède et que je vous conseille vraiment de vous rapprocher du ministère des PME qui déjà a fait un formidable travail à avoir un point, comme l'a dit M. Dimaché, à partir d'un notaire, tu peux créer ton entreprise. Après, il y a la... Oui. Tu parles du but? Il y a l'ACEP. Je ne sais pas, il y a un truc là qui permet de centraliser. Il y a quoi? Guichet unique. Voilà, ça. Le but, guichet unique de formalité. Voilà, c'est ça. Il y a ce truc. Et il y a l'ACFPE. Par exemple, Pamela, ta question rentre un peu dans le cadre de l'ACFPE, qui est formation professionnelle. La formation professionnelle. Et voilà. Aussi, dans le domaine du digital, on leur fournit les outils
pour qu'ils puissent réaliser leur ambition. Maintenant, si tu as envie d'investir dans le secteur des TIC, je pense qu'il doit avoir, nous sommes en train de travailler aujourd'hui avec le patronat. Il y a le patronat centrafricain qui est en train de restructurer. Il y a le ministère du plan et de l'économie. C'est eux qui font tout ce qui est micro-macroéconomie. Il y a le ministère des Finances qui va faciliter le truc. Mais dire que c'est le ministère de l'économie numérique qui va se substituer à ces ministères, c'est une erreur de casting. Sincèrement, je le dis. Je vais. Ouais. Je pense que je vais compléter. Je vais compléter la réponse de Gauthier parce que je pense que sa réponse est assez intéressante parce que, en gros, hein, pour simplifier, tu veux vendre des patates, tu veux vendre du maïs ou tu veux vendre dans tout le pays. Aujourd'hui, tu ne peux pas te lever à Bangui et aller facilement à Garamboulaye ou à Berbérati. Aujourd'hui, donc, le secteur dans lequel Gauthier est en train de travailler, au fait, c'est en gros, il nous fait les routes. Il est en train de nous mettre en place les routes pour pouvoir se déplacer facilement. Maintenant, si vous voulez prendre le vélo, aller à pied et prendre la voiture, choisissez le moyen qui vous convient. Mais par contre, derrière, nous, on garantit que vous pourrez y aller à travers les infrastructures qu'on vous mettra en place. Donc, en gros, passer par eux, ce n'est pas eux qui vont capter les entrepreneurs, mais les entrepreneurs pourront s'appuyer très fortement sur ce qu'ils mettront en place pour pouvoir déployer leurs idées et leur business. C'est très intéressant, vraiment, cette explication et ce point de vue en tout cas. Et aussi, ce que je trouverais de génial, au fait, c'est un peu la réponse à ce que Païko disait dès le début en disant que pour aller faire son étude de marché, en fait, il avait galéré, il n'avait pas eu l'accès à l'information. Et aujourd'hui, le fait qu'il y ait ce côté digitalisation des ministères et autres, ça permettrait peut-être d'avoir des données sur un secteur d'activité, par exemple, d'avoir des données sur, je ne sais pas moi, des choses, en fait, qu'on pourrait avoir l'information, mais qu'il faut passer par l'administration et tout ça. Et ce qui est aussi intéressant, c'est le côté où on peut faire des démarches en ligne. Surtout pour ceux qui sont à l'étranger, je pense qu'au-delà de, comment on appelle ça, de parer à la corruption, ça va facilement aider les gens. Se dire, si je peux pré-remplir, par exemple, ma demande de passeport en ligne avant, je ne sais pas, de me déplacer ou d'aller faire quelque chose sur place, ou je peux avoir le formulaire directement en ligne. Au lieu d'aller dans l'agence où on me demande de donner 1000 francs pour avoir un formulaire, sinon je ne vais pas l'avoir, au fait, ça va facilement simplifier la vie aux gens. Et en tout cas, c'est vraiment un travail à encourager. Et je pense qu'il y a une question, Junior, je ne sais pas si tu as pu avoir accès. Oui, c'est une question que je demandais en fait, est-ce qu'il faut, en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'il faut forcément passer par une formation? Est-ce qu'il n'y a pas un accompagnement direct ou un raccourci? Je pense au fait que la partie accompagnement, je pense que Gauthier est disponible. Je pense que la partie accompagnement, ça sera fait plus par les entrepreneurs privés. C'est pas forcément le rôle de cette structure pour accompagner les entrepreneurs privés à créer leur structure. Mais au moins, en gros, comprenant ce que Gauthier a dit et ce que Païko a dit, c'est vraiment en fait nous faciliter la tâche. C'est vrai qu'on se plaint, et parfois à juste titre, que les moyens manquent. Et l'idée, c'est que ça va nous faciliter la tâche, ça nous facilitera les échanges, ça nous facilitera en fait la communication auprès de nos clients, à continuer notre projet, à communiquer entre nous dans notre structure. Et donc, je pense que c'est ça l'idée, c'est que cette structure sera là pour plus pour nous mettre à disposition des services. Et je pense que la facturation que cette structure va faire au service, c'est par exemple, si on veut payer des droits de douane, par exemple, en fait, ou des choses en accompagnement dossier, on passera par cette structure qui donnera un prix et on fera la suite. Je pense que c'est à peu près ça, en fait, l'idée de cette structure. Merci en tout cas. Dana, pareil, c'est pour compléter ce que Junior vient de dire, au fait, l'objectif derrière, c'est qu'ils puissent susciter, ces infrastructures puissent susciter, on va dire, des envies dans l'entrepreneuriat autour de cette dynamique-là. Peut-être aujourd'hui, je dis des bêtises, quelqu'un est en train de produire des maniocs
Il y en a un autre qui va peut-être se mettre dans la logistique parce que finalement, le fait qu'il y a la digitalisation, en fait, c'est ouvert à plus de monde. Quelqu'un qui a Bossangwa, bah, je ne sais pas, par le biais de la page Internet, se dit, ah, je peux m'acheter tel truc sur Bangui. Ben, l'entreprise de logistique se dit, OK, ben moi, je vais mettre là, au fait, pour juste faire les livraisons. En fonction, en fait, des commandes, en fait, ça va susciter, mais vraiment, d'autres structures qui se créent. Peut-être, ben, pareil, hein, les entreprises qui existent déjà, quelqu'un va créer une structure en disant, ben, je vais accompagner ces entreprises-là, peut-être tous à se créer leur site Internet pour avoir plus de visibilité auprès de quelqu'un qui est à Berbérati, quelqu'un qui est à Birao et qui pourrait être susceptible d'être intéressé par leur activité. Tout à fait. Donc, voilà. OK. Gauthier. Ça, c'est Vas-y, je t'écoute. pour compléter Pamela rapidement, ça c'est ce qu'on appelle des places de marché. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ici qui peuvent le mettre en place. Ils peuvent juste mettre en place une société d'intermédiation qui va permettre à des producteurs de manioc de Berbérati de les vendre aux gars qui sont à Birao et de pouvoir régler les factures directement, soit par Orange Money, je sais pas. Parce que Ah, problème de connexion. c'est des cas où il apporte une économie déchiquetée. Vous m'entendez? Là, maintenant, oui. Ah, d'accord. Enfin, j'étais en train de dire que ça, c'est des cas pratiques d'une économie numérique qu'elle vient de donner, quoi. Un entrepreneur, celui qui fait son diamant à Berbérati, peut facilement le vendre sans quitter Berbérati et encaisser son argent sans avoir besoin d'un intermédiaire. Ça, c'est l'un des avantages du métier de notre. Alors, aujourd'hui, enfin, pour ma part, hein, je pars, mais vraiment terre à terre. Pour moi, il y a deux choses qu'il faut peut-être prendre en compte. On a d'un côté cette facilité que tout le monde a aujourd'hui d'avoir un smartphone, de l'utiliser ou autre. Et de l'autre côté, on a cet aspect numérique dans le sens que je n'utilise pas juste mon téléphone pour les réseaux sociaux. C'est un autre service ou une autre utilisation, en fait, qu'on va amener. Est-ce que c'est réfléchi, c'est pensé de la sensibilisation, du coup, auprès de la population, auprès des entreprises, à cette nouvelle pratique qui va se mettre en place? Bien sûr, il y a tout un plan de communication qui est prévu. Mais une fois de plus encore, c'est d'éviter de fouiller les frontières. Comme je le dis, nous, à la limite, c'est quoi? Il y a des relais. Nous bâtissons ces infrastructures. Il y a les opérateurs de réseau qui vont aussi faire leur communication. Il y a les différents ministères. Par exemple, il y a un projet au niveau du ministère de l'information, de l'emploi et de la formation professionnelle qui veut mettre en place un réseau de cela. Nous, on va leur fournir les outils de communication. Et ce que je veux éviter, c'est de créer l'amalgame et de penser que c'est le ministère de l'économie numérique, des postes et télécoms qui va se substituer aux autres départements. Nous vous apportons la puissance de traitement de l'information. Chaque sectoriel, en RCA, on a 32 sectoriels. Ça veut dire qu'on a 32 ministères qui ont des portefeuilles dédiés dans chaque domaine qui leur sont. Maintenant, derrière nous, on va faire de la communication. On fait d'abord la communication pour promouvoir l'infra. On fait de la communication, par exemple, là, on va introduire prochainement un projet pour baisser les taxes sur tout ce qui est terminaux mobiles et autres, et ordinateurs, pour que le centrafricain achète aussi moins cher qu'un camion. Et derrière aussi, il y a les différents secteurs qui doivent aussi communiquer. Parce que quand on veut communiquer, il ne faut pas que la communication vienne perturber les autres. Nous allons dire, bon, désormais, vous avez Internet à 10 000 francs, vous avez 50 gigas, vous avez la possibilité de connecter avec le 6 mois, ou bien avec n'importe qui à travers le monde. Vous avez la possibilité de faire ça à partir de votre. Derrière, il faut des spécialistes dans les domaines dédiés. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si là, aujourd'hui, moi, je ne peux pas venir dire que je suis. C'est un peu l'un des erreurs que tout le monde a fait avec les crypto-monnaies. Tout de suite, tout le monde pense qu'ils sont devenus des qu'on appelle des experts en bourse. Les traders. Ça, c'est ce qui a fait que beaucoup de monde. Voilà. Tout le monde pense qu'ils sont devenus traders parce qu'on leur a donné cette possibilité d'avoir une application qui va faire du trading en ligne et tout. Non, tu n'es pas trader. Tu as obligation
de te faire conseiller par un trader. Même si tu as l'application directe dans ton téléphone, il y a toutes les fonctionnalités et tout. Mais si les gens qui ne perdent pas d'argent, c'est ceux qui se font conseiller par les professionnels du domaine. Alors que nous, les ingénieurs, nous, les IT, nous qui sommes du TIC, on vous bâtit toutes ces infrastructures et derrière, vous en faites ce que vous voulez. Donc la communication, ça va aller dans le sens de l'Internet pour tous, la communication moins chère, le téléphone moins cher, tu peux te connecter à Beberati, ta famille vit à Beberati, tu as compris, et comme on l'a dit tout à l'heure, on vous bâtit l'autoroute. Derrière, maintenant, l'utilisation, ça, c'est pas nous. Donc, nous allons communiquer, mais nous allons communiquer dans notre domaine. Les autres départements ont cette liberté, certes, le ministère de l'Agriculture a cette liberté de dire non, avec l'appui du ministère de l'Économie numérique, on va digitaliser. D'accord. Voilà. Ok, je vois un peu la nuance. Mais est-ce que, enfin, ça serait vrai ou ça serait compréhensible si je dis, vous êtes garant au fait de cette mise en pratique ou de cette supervision de déploiement chez les autres? Enfin, aujourd'hui, vous déployez toutes les structures à mettre en place, à chaque secteur à l'appliquer, mais je veux commun de mortels, mes données qui vont être utilisées. Est-ce que vous êtes garant de ça ou ça va être à chaque structure, voilà, comment ça se passe en fait? Il y a une loi il y a un cadre juridique qui s'appelle la régulation des données, la protection des données à caractère personnel. En Europe, on appelle ça RGPD. En Afrique, nous avons la CEMAC qui met en place le cadre réglementaire et légal, et il y a les lois au niveau national. Ces lois, c'est des outils de sanction qui permettent de protéger un citoyen dans l'espace numérique de la même manière qu'on protège un citoyen dans l'espace physique. Aujourd'hui, quand tu veux bâtir une maison, la première question que tu vas poser si tu dis à Bangui, c'est quels sont les quartiers sécurisés de notre pays, n'est-ce pas? Et deuxièmement, quelle est la possibilité que la police puisse me sécuriser? Donc ça, c'est la sécurité physique qui est garantie par l'État. Maintenant, les lois, donc le cadre réglementaire et légal, tout ce qui est on appelle la protection des données à caractère personnel et la régulation des données, c'est un ensemble d'outils qui permettent, qui régit l'espace numérique en République centrafricaine. Après, si quelqu'un te pirate depuis les États-Unis, tout ce que nous pouvons faire, c'est peut-être la coopération. On va constituer le dossier. Si tu as été volé par un pirate américain ou ce que tu veux, on va constituer le dossier et naturellement, on va contacter Interpol. Notre police nationale va transférer le dossier. Ça, c'est des questions de procédure. Mais il y a des lois. Parce que tant qu'il n'y a pas de loi ou tant qu'il n'y a pas de c'est la porte ouverte à toutes sortes de bêtises. Donc, il y a des lois qui disent ça. Et je vous informe qu'en octobre, on va aller à l'Assemblée avec 4 lois. Il y a la loi sur les cybersécurités et la protection des données à caractère personnel. Il y a la loi sur la régulation des données. Il y a la loi portant création de l'ACD2, l'Agence africaine du digital. Et il y a la loi qui permet de mettre en place la gestion de notre infrastructure. Donc, ces lois-là, pour ceux qui ont fait l'économie numérique ou qui ont fait des études dans le domaine des TIC, c'est des outils réglementaires qui permettent de gérer l'espace numérique national. Voilà. Merci en tout cas pour ces informations que tu as apportées. Ça nous permet de voir un peu plus, en tout cas, sur concrètement, c'est quoi le rôle en fait de ces structures. C'est pas juste, OK, on déploie de la fibre optique à Bangui, mais voilà, il y a vraiment du travail derrière et c'est à encourager. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions en ligne encore, n'hésitez pas à les poser. Junior, je ne sais pas pour toi ou Païko, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez aborder du coup avant qu'on ne puisse passer à la suite? Alors, moi j'ai une question. Oui, pardon. Bonjour tout le monde, moi c'est Arnaud Yangaïso. Je voulais savoir, est-ce que la fibre optique va être déployée également à l'est du pays? Je peux? Oui. Oui, nous avons un plan de maillage du territoire national qui va sur 12 500 km de fibre optique. Pour l'instant, on n'a fait que déployer km. La phase 2 du projet, nous sommes en pleine négociation avec l'Union européenne dans un cadre de projet d'infrastructure dans la zone CEMAC qui consiste à faire 5 000 km
J'aurai le temps de partager avec vous le maillage du territoire national. L'un des points importants de la lettre de mission de notre ministère, c'est de tirer la fibre de la côte Est, donc la fibre qui est au nord-sud-Soudan, la fibre qui est au sud-Soudan, pour le ramener. L'idée, c'est de faire un maillage du territoire. La République centrafricaine étant un hub naturel, nous voulons faire de ce pays un hub technologique et nos amis des transports disent qu'ils veulent faire de ça un hub de transport au niveau local et chacun a ses projets. Mais nous, on veut faire de la RCA le hub naturel. Parce que si aujourd'hui nous partons prendre la fibre chez les Camerounais et chez les Congolais de Fanta, si on a un problème avec eux, ils peuvent aussi nous coincer. D'accord? Et que si au-delà, on prend notre communication essentiellement sur les infrastructures du Cameroun, vous savez que les Camerounais ont ce fâcheux comportement de toujours être vicieux dans les affaires. Donc, l'idée, c'est que nous leur proposons... Je le dis sincèrement, parce que ils vont te parler des droits du sol, de ceci, de cela, et si tu n'as pas quelque chose en face, ils vont t'enfoncer. Donc, l'idée, c'est qu'on leur dit, c'est bien vous nous connecter sur le WAX, sur l'ACE qui passe sur la côte Est, la côte Ouest, je voulais dire. Nous allons vous ramener la fibre de la côte Est. Donc, c'est la fibre qui connecte l'Afrique de l'Est avec la Chine, la fibre qui passe le long du Soudan et autres là. La RCA va venir dire au Cameroun, bon, écoutez, voici notre fibre de l'Est qu'on vous amène. Hein. Donc, vous baissez le coût de truc chez vous, on vous permet, et on sait que vous commercez essentiellement avec les Chinois. Et c'est nous qui vous apportons les outils. Nos communications qui passent sur la côte RCA, ça va le lien plus court pour aller ensuite sécuriser votre communication sans que les Français puissent lire. Je change. Sans que les gens puissent lire le contenu et vous emmerder. Donc, nous avons ce projet de maillage du territoire. Je sais, si j'ai un peu de temps, je vais vous partager un peu la cartographie que nous avons déjà fait. L'idée, c'est qu'on arrive, et je dois compléter ce point-là, nous ne faisons pas que de la fibre optique. On fait du backbone et on fait du backhaul. Donc, c'est un mix technologique. On prend le cas, par exemple, tu tires la fibre, tu arrives à Bombari, mais tous les petits villages aux alentours de Bombari, pour aller à Ipi, pour aller à Bokologo, pour aller ainsi de suite, tu n'as pas besoin de tirer de la fibre optique jusqu'à dans ces villages-là parce que tu n'as pas les clients qu'il faut. Donc, on fait un mix technologique entre faisceau hertzien, satellite et fibre optique. Donc, voilà. Païko, tu avais une question? C'était la même. D'accord, ok. Et en fait, justement, parce qu'on s'était focalisé sur l'axe Bangui-Cameroun, en fait, finalement, et je me demandais ce qu'il en était des autres axes, et donc, du coup, il a répondu. Ok, ben parfait. Junior, tu avais une question ou... Ouais, non, c'est bon, c'est bon. Moi, j'ai plutôt une remarque. Vas-y, Alix. Alors, c'est en même temps je partage mon inquiétude. Alors là, j'entends parler d'un fort déploiement de fibre optique et les accessoires, et une forte digitalisation des services publics de l'État comme aussi des entreprises dans le numérique. Mais vu le niveau de l'illettrisme électronique, je ne sais pas si c'est le mot adapté, c'est l'équivalent des illettrés de chez nous, vu que déjà le niveau de l'éducation est très bas. Et là, maintenant, on part dans le digital. Je suis en France, je suis bien conscient que même en France, il y a encore des générations, même certains jeunes qui sont à la traîne. Comparé en Centrafrique, j'ai un peu de peur. Je ne sais pas si vous avez pensé à tout ça. Est-ce qu'il y a des actions pour accompagner la population dans le digital? Oui, bien sûr qu'il y a des actions qui sont entreprises. Je vais vous dévoiler encore un autre pan du projet. On va construire ce qu'on appelle des centres communautaires numériques. Les centres communautaires numériques, c'est des centres de maisons de jeunes dédiés à tout ce qui est numérique. Donc, les jeunes qui sont intéressés par cela peuvent venir dans ces centres. On va recruter 20 jeunes sur l'axe que nous sommes en train de construire. Ces jeunes vont intéresser leurs amis au métier du digital. Maintenant, il y a un point que les analystes économiques se trompent souvent, c'est que la population est essentiellement jeune. Nous avons entre 60 et 70% de population jeune et
c'est des gens qui s'adaptent très facilement aux technologies. Quand j'ai commencé le projet de fibre optique, tous les critiques étaient on n'a pas de fibre. Pourquoi vous voulez faire la fibre optique? Aujourd'hui, les critiques, c'est les gens ne sont pas assez formés et tout et tout. Non. Et les gens utilisent aisément cette technologie. Qui peut dire que nos parents, nos papas aujourd'hui, peuvent envoyer des messages sur WhatsApp? Je me souviens en 2007-2008, avec Madame Régnier, on parlait beaucoup sur le réseau i5. On parlait beaucoup sur Messenger, le MSN de Microsoft. Aujourd'hui, tout le monde utilise WhatsApp. En gros, il y a un truc en technologie qui s'appelle disruption, comme le disent les anglophones. C'est que les technologies, ils font des bons. Les technologies font des bons et ça brise certaines certitudes. D'accord? Si vous faites le statistique de communication sur Internet de la RCA, je peux vous assurer qu'il y a des gars qui se connectent à vous. Il y a des gars qui se connectent à télé. Il y a des gars qui se connectent au Bombari, Bébératil, à boire, je ne peux pas dire ça, ils sont là. Il y a des gars qui se connectent dans des villages auxquels tu ne penses pas que ces personnes-là peuvent le faire. Donc, les technologies sont tellement rentrées dans nos vies aujourd'hui qu'on n'a plus nécessairement besoin d'une formation dédiée ou adéquate pour pouvoir l'utiliser. Ça devient un réflexe. Si aujourd'hui tu as un enfant de 7-8 ans, l'enfant va manipuler ton téléphone de telle façon que toi tu es là, tu dis attends, l'enfant maîtrise le téléphone. Parce que ça devient quelque chose qui est inné. Vous voyez un peu. Donc, ce que le gouvernement peut faire, c'est créer des écoles, créer des centres de formation, inciter à l'utilisation de ça. Moi, j'ai vécu au Sénégal. Je vais vous surprendre par quelque chose. Au Sénégal, on est en train de trop respecter les Sénégalais, mais vous allez vous rendre compte que quand vous arrivez à Dakar, une bonne partie des gens sont presque incapables de parler français. C'est la petite portion bien éduquée et tout, qui parle français et tout, mais vous allez vous rendre compte que c'est sur tout l'étendue du Sénégal, vous allez voir une dame qui vend le poisson et qui tranquillement son WhatsApp ou son Orange Money pour vendre son truc. En plus de l'application, tu vas voir que ces gens ont des comptes Facebook et quand tu te connectes en ligne au Sénégal, quand tu parles pas avec les Sénégalais, l'ensemble des commentaires, c'est écrit en Wolof. C'est-à-dire que ces gens n'ont pas forcément besoin d'une formation adéquate, mais ils utilisent l'outil. Ils utilisent l'outil parce que ça rentre dans leur vie. Quand vous arrivez au Congo, dans les autres pays qui nous entourent, à part les pays qui n'ont pas de langue nationale, l'espace numérique de ces pays est écrit dans leur langue. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que nous avons besoin des professionnels dans le domaine. Nous avons besoin de beaucoup de jeunes techniciens. Nous avons besoin des ingénieurs, nous avons besoin des stratèges, nous avons besoin de différents profils de métier. Et je pense que la pénétration de la technologie elle-même, on n'a pas besoin d'avoir une formation du tout. Je veux bien compléter la réponse de Gauthier pour Alix. Je crois qu'il faut vraiment dissocier l'intellect de ce qui des outils. Parce qu'aujourd'hui, comme disait Gauthier, moi j'ai un enfant de 2 ans qui sait très bien comment aller sur YouTube. Et pourtant, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas parler encore. Elle sait exactement comment se déplacer. Donc, il faut savoir que toutes les personnes qui sont autour du numérique et autour de ces outils-là, ils réfléchissent justement à simplifier au maximum l'accès à la communication et donc, du coup, à l'information. Donc, en fonction des besoins, il y a certaines personnes qui ont juste besoin de pouvoir appeler leurs parents 2 fois par jour pour être sûr qu'ils vont bien. WhatsApp, ils ont ajouté le mode micro. Donc, tu enregistres ta voix et ça arrive de l'autre côté. On t'enregistre une voix, ça arrive, tu appuies sur play. Donc, du coup, à ce niveau-là, je pense qu'il ne faut pas avoir d'inquiétude. Il ne faut pas avoir d'inquiétude. Maintenant, il y a aussi un deuxième volet que je voudrais soulever. Je ne sais pas, pour ceux qui connaissent bien le Centrafrique, on a des problèmes d'électricité. Et ce problème d'électricité, on l'a parce que les infrastructures qui étaient en place ont été construites pour une population, pour une démographie donnée. Aujourd'hui, on est en train de courir derrière l'électricité vis-à-vis de la démocratie qui a accru de manière exponentielle et qu'on n'a pas anticipé. Donc, aujourd'hui, la question ne se pose pas de savoir si c'est la bonne chose de mettre en place des infrastructures alors qu'on n'a pas assez de sachants. La question aujourd'hui, c'est de qui va être le premier à mettre en place la meilleure infrastructure et à faire en sorte que justement,
ces jeunes-là sachent qu'ils ont, de l'or entre les mains et que au plus tôt ils s'y mettent, dans 20 ans, on pourra dire que le Centrafrique a réussi sa révolution numérique. Donc, voilà, c'est juste pour compléter ce que Gauthier a dit. Et en complément, en fait, aussi des deux choses, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens en Afrique utilisent les mobiles Orange et Orange Banking sans forcément avoir une maîtrise au fait que ces outils, ils savent, ils ont l'argent, ils ont l'utilisation aussi de la technologie. Donc, je partage aussi un peu l'idée, je partage aussi l'idée sur laquelle on n'a pas forcément besoin d'avoir un niveau d'études élevé à partir du moment où on comprend qu'il faut appuyer A pour arriver à B et que de partir de B arriver à C. Je pense que les choses peuvent se faire, assez facilement. Merci pour vos contributions. Ce n'était pas vraiment péjoratif, hein, excusez-moi. Moi, c'était plus pour être équilibré dans ce qu'on fait dans l'évolution de notre pays. Non, c'était une bonne question. Il n'y a pas de laisser pour compte. Pour ma part, c'est une très bonne question parce que justement, il y a beaucoup de réticence vis-à-vis de ces technologies, vis-à-vis de ce qu'on connaît de notre pays. Et donc, du coup, on a un recul. Et ce recul est nécessaire parce qu'il faut toujours se poser les bonnes questions et toutes les questions sont les bienvenues. Pour moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne question et ça permet aussi d'éclairer sur la nécessité de mettre en place certaines choses, même si on n'est pas assez nombreux pour pouvoir les utiliser. Mais justement, le fait que ce soit là, ça permettra de vulgariser cette existence et donc de naturaliser les innovations autour de cela. Bien entendu, oui. Okay. Alors, pour finir, sachez une chose, notre pays a besoin de techniciens. Notre pays n'a pas, on a trop d'économistes, de juristes, de ceci, de cela. On a très peu de techniciens. Et aujourd'hui, j'ai dû quasiment me battre avec l'Union européenne pour qu'ils puissent financer le centre de formation digitale. Et je vous informe aujourd'hui, le centre de formation digitale, c'est un R+1 que nous allons construire, mais au premier étage, c'est un incubateur. D'accord? On va ramener des imprimantes 3D, on va mettre en place un Fab Lab, on crée l'espace de travail et tout. Et nous sommes en train de nous préparer à lancer un appel d'offres pour quelqu'un qui va gérer l'incubateur. L'idée, c'est que vous vous souvenez que les gens ont annoncé en grande pompe que notre pays a pu décrocher 1000 milliards au niveau de Bruxelles, ceci, cela. L'argent n'est pas arrivé chez les Sud-Africains pour la simple raison qu'il n'y a presque pas de structure. Et quand on demande aux Sud-Africains de monter des projets pour les financer, des fonds de garantie du secteur privé et autres, vous retrouvez qu'on a des petits projets de 2 millions, des petits projets de 5 millions, des petites choses, ce qui fait qu'on n'a pas pu trouver de financement. J'ai longuement parlé avec les gars de la BEI, la Banque européenne d'investissement. Ils ont beaucoup d'idées, ils ont beaucoup de projets pour la RCA, mais c'est juste que nous manquons des hommes ambitieux, des hommes et des femmes ambitieux, des femmes et des hommes ambitieux. Donc, cet incubateur, c'est aussi votre outil. Je vous conseille vraiment de vous rapprocher du ministère et de l'université. Je suis en pleine discussion avec l'université pour aussi changer le programme de formation qui sont en train de faire, parce que je ne sais pas quoi. Et au-delà, l'incubateur, j'aimerais que peut-être le gérant soit quelqu'un parmi nous ici qui peut aider ces jeunes centrafricains à matérialiser leur esprit entrepreneurial. Je vois qu'il y a Mme Peggy qui est dans le groupe. Elle est incroyable en conseil et je veux qu'elle continue à pousser ces jeunes-là. Et je serais content de la voir dans l'incubateur. On va l'équiper entièrement. Quand je dis entièrement, je peux vous rassurer, tous les outils dont quelqu'un en a besoin pour se réaliser. Enfin, pour se réaliser ses ambitions. Donc, cet incubateur, ce n'est pas que limité aux ingénieurs. C'est ouvert. Tous ceux qui ont des projets digitales dans des trucs, on est en négociation avec l'Union européenne pour mettre en place le fonds de garantie qui va aider. Et le fonds de services universels que nous sommes en train d'opérationnaliser aussi va financer ces genres de projets innovants. Donc ça, c'est aussi un des gros projets de la CEMAC. Les Camerounais sont trop en avance sur nous. Ils ont lancé récemment l'entrepreneuriat femme parce que là-bas, le ministre est une femme, donc elle a beaucoup aidé. Donc ça, c'est peut-être des annonces que je veux que vous puissiez prendre en compte. Et je complète aussi, j'ai dû me battre pour qu'on puisse construire deux salles toutes équipées au niveau du lycée technique, parce qu'on manque de techniciens.
j'aimerais qu'on enseigne à nos jeunes frères des petits métiers de base, à savoir faire des tranchées, souder la fibre optique. Vous imaginez, souder la fibre optique, on n'arrive pas à trouver des techniciens sans africains. Ça fait mal parce que je trouve que c'est d'autres personnes qui viennent le faire, mais nous avons dû nous battre pour prendre des jeunes sans africains. Donc, il y a beaucoup de petites choses comme ça que nous sommes en train de faire. C'est des initiatives. On a subi beaucoup de critiques, on nous a beaucoup combattu. Je pense que nous avons une vision et on est en train de pousser pour aller de cette vision-là. Heureusement que les politiques nous ont compris, ils nous ont appuyés. Donc, disons merci. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui se font dans le pays pour le moment et je vous conseille, si vous avez le temps, venez. Certes, le Centrafricain est difficile quand il faut accueillir son prochain, mais voilà, c'est le terrain qui commande. C'est cette expression qu'on dit. Si vous avez le temps, faites un tour. Junior, je m'excuse juste pour compléter ce que Gauthier a dit et puis aussi le remercier parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment constaté. Hein. Je ne sais pas si Gauthier se souvient, on s'est rencontrés sur un plateau avec des jeunes justement sur la robotique. Et derrière ces jeunes-là du lycée technique, on a fait des ateliers justement de mise en place de circuits électroniques avec des panneaux tricolores et autres, avec un petit robot qu'on a pu faire bouger avec eux. Et la vraie problématique, et c'est ce que Gauthier a soulevé, c'est qu'ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux et c'est des petites choses. Par exemple, moi, chez moi, j'ai un petit fer à souder pour pouvoir faire mes petits circuits électroniques. Pour moi, je suis en France et c'est naturel pour moi. Si je vais à Bricoca, je vais en trouver. J'ai ce besoin-là. Mais aujourd'hui, personne ne s'y intéresse parce que personne n'a le besoin, en fait. Et c'est ce besoin qui a été créé autour de la fibre optique qui nous fait voir qu'en fait, finalement, il y a tellement de petites choses qui sont faisables. Tu peux monter une entreprise de soudure et t'en sortir parce qu'il y a des besoins. Et maintenant, aujourd'hui, ces besoins sont en train d'être mis en lumière. Et j'espère que derrière, dans le cadre de ton projet, Gauthier, vous avez pu capitaliser et mettre en lumière pour certains jeunes que tous les métiers ne sont pas que littéraires et qu'on a besoin de tout le monde. Voilà. Okay. Ben, merci en tout cas pour compléter. Gauthier, on parlait d'accès à l'information. Tu nous as donné pas mal d'infos. Tu nous as parlé de pas mal de postes à pourvoir à venir, on va dire, et des petits, enfin, pas des petits postes parce qu'il n'y a pas de petits boulots, en tout cas, des besoins que vous avez en main-d'œuvre. Aujourd'hui, c'est accessible où ces offres-là pour les personnes, peut-être, hein, moi qui écoute ou quelqu'un d'autre qui écoute, qui sait que dans son entourage, il y a peut-être quelqu'un qui répondrait à ces critères-là. Comment avoir accès, on va dire, aux offres en cours aujourd'hui pour ces personnes-là? Alors, il y a deux choses. On a obligation, dans un premier temps, de publier tous les offres dans les journaux au niveau national. Et là, nous travaillons beaucoup avec Ubongi Media parce que c'est vraiment l'un des journalistes de Centrafricain, M. Fridolin Boulou. C'est l'un des journalistes de Centrafricain vraiment qui a un super service, qui a un journal papier, il a le journal en ligne, il a la page Facebook, il a le groupe WhatsApp. Donc, tu vois, ce monsieur, il est dégoûté. On travaille avec lui. Ce n'est pas une question de préférence, mais c'est vraiment une question d'un partenaire qui apporte quelque chose. Il y a les journaux classiques là, que notre papa lisait là, et tout, on a trois. Et au-delà de ça, il y a toujours, j'ai l'impression qu'on ne consulte pas beaucoup les sites de recrutement en ligne. Il y a quand on fait des publications souvent, c'est publié en premier sur UNDB. Après, comme notre partenaire principal est la Banque africaine de développement, on publie sur la Banque africaine de développement. Et deuxièmement, on publie aussi sur tout ce qui est site internet au niveau mondial. Donc, il y a les sites de procurement, acquisition ou passation de marché. Mais je suis en train de vouloir mettre en place un autre truc de communication. C'est juste que je n'ai pas le temps. Vous savez, je me suis retrouvé à faire le boulot de plusieurs personnes. Parce qu'on avait commencé en tant qu'un projet. Et là, maintenant, nous sommes en train maintenant de le ramener en tant qu'agence. C'est dans l'agence maintenant qu'on aura toutes les compétences. Donc, je me ferai un beau plaisir. Créer un groupe WhatsApp, vous me mettez dedans. Je ne vais pas beaucoup parler dans le groupe, ça c'est sûr. Mais je me ferai un plaisir. Je connais tout le monde, enfin une bonne partie. Je partagerai avec vous ces offres. Je pense que les offres, comme l'a dit le chef de l'État, on a besoin de plus de 100 capacités.
Donc, quand on va lancer, ça va être un appel à candidature, parce qu'il faut éviter que les enfants d'eux ou bien les fils viennent occuper les trucs. On va faire un appel à candidature et tout le monde aura sa chance. Et je partagerai avec vous tous les liens. Là, nous avons eu un accord de principe de la Banque mondiale. On a organisé l'atelier national sur la digitalisation au Ledger pendant 3 jours, où j'ai eu la chance de présenter le plan national stratégique Centrafrique digital sur 5 ans. Ce plan-là, on va le vulgariser au niveau national. On va aussi, au-delà de ça, la Banque mondiale a décidé d'être un partenaire privilégié, le PNUD. Donc, je pense que tous les futurs postes à pouvoir qui vont venir, ça va être présent sur l'ensemble des sites internet de ces partenaires. Et nous, je l'ai dit même hier, en réunion, même ce matin, j'étais avec le ministre au niveau des Finances. On leur a réitéré la nécessité de récupérer tous les meilleurs Centrafricains, sincèrement. Et nous avons longuement discuté sur le salaire, parce qu'il faut une motivation qui va avec. Le jeune qui peut-être a son petit boulot au Togo, au Bénin, en France, aux États-Unis. Bon, depuis on n'a pas parlé ensemble. Nous étudions d'accord, mais nous avons besoin de nous allons voquer autour, nous les da, nous amener dans la peine d'école et nous avons besoin de le dire correctement. Ce jeune, tu ne vas pas le ramener pour le payer 150 000. Ce qui est énervant, c'est qu'un directeur général en Centrafrique touche 350, 450 000, et pendant ce temps, tu vas amener une joie narguée. Donc, c'est tout ça, là, nous sommes en train de nous battre, on est en train d'expliquer aux politiques la nécessité de comprendre que c'est des métiers difficiles et que derrière, il faudrait que les gens soient bien traités. Donc, je vais partager avec vous l'ensemble des informations à partir d'aujourd'hui. Et derrière, tous les offres d'emploi à venir, je partagerai avec vous. Merci en tout cas, merci pour ta disponibilité, merci à Païko. Mais juste avant de conclure, hein, dans le même tempo, hein, Béafrique Kamba, comme son nom l'appelle, notre structure, on a lancé notre site internet. Arnaud, je ne sais pas si tu es là pour nous faire une présentation rapide du site internet. En gros, c'est pour, voilà, en fait, on accompagne, en tout cas, Arnaud va vous en parler le mieux que de la meilleure manière que moi. Et ensuite, voilà, vous allez avoir accès à nos vidéos, à toutes les conférences qu'on a eu déjà à faire jusque-là. Ça va être accessible sur ce site internet-là. Vous pourrez nous contacter si vous avez des projets aussi que vous souhaitez, qu'on vous accompagne dans cette démarche-là. Parce qu'au-delà de juste Junior, Païko, Arnaud, Alex et moi, c'est des compétences au fait qu'on développe aussi dans nos domaines respectifs, dans l'accompagnement à la création, dans le juridique, dans l'informatique, dans la robotique. Au fait, on a des domaines de compétences dans lesquels on exerce aujourd'hui. Et du coup, Arnaud, je te laisse la main si tu veux bien nous partager. D'accord, alors je prends la main. Je vais vous parler de la plateforme Bakamba qu'on a mis en place récemment. En fait, c'est parti d'un constat assez simple, c'est qu'on s'est rendu compte que très souvent, les membres de la diaspora éprouvent beaucoup de difficultés à mener des projets en Afrique. Par exemple, aller créer une société en Centrafrique, qu'est-ce qu'il faut voir, quelle structure, quel ministère, quel numéro. Des fois, on ne sait pas, on est perdu. Tout ça parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment de structure établie sur Internet qui permet d'afficher toutes les informations nécessaires à la création de structures en Centrafrique. Donc, du coup, Bakamba permet en fait, ça regroupe toutes les informations possibles pour permettre à un membre de la diaspora de pouvoir entreprendre, de créer une société assez facilement. Par exemple, si par exemple, je veux créer une société à Bangui, quels sont les types de sociétés à créer? Est-ce que je peux m'orienter vers une SAS, une SARL, une SASU? Toutes ces informations vraiment ont été regroupées sur cette plateforme et ça permet aux membres de la diaspora de pouvoir avoir une plateforme qui va les aider pour investir ou entreprendre en Centrafrique. Déjà, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, je vois votre écran. Oui. Voilà, donc du coup, alors, nous ce qu'on a fait, c'est que donc, à travers cette plateforme, on permet aux membres de la diaspora, comme j'ai dit, de pouvoir entreprendre en Centrafrique. Nous, dans un premier temps, on va, avec Junior surtout, on va, dans un premier temps, faire du conseil et l'accompagnement à la création d'entreprise.
vraiment, c'est quelque chose qu'on met en place pour vraiment faciliter les Centrafricains à entreprendre, à avoir l'esprit d'entrepreneuriat. Parce que très souvent, beaucoup de membres de la diaspora qui sont surtout en France ont envie de faire quelque chose, mais très souvent, ils ne savent pas comment faire, peut-être parce qu'ils ne sont pas accompagnés, puis bah, finalement, ils laissent tomber parce qu'ils ne savent pas trop à qui parler. Donc, du coup, cette plateforme permet vraiment de venir en aide à ces personnes-là. Donc, sur cette plateforme, par exemple, on a mis en place des démarches et des procédures de création d'entreprise en RCA. Par exemple, ici, vous allez voir, l'utilisateur pourra avoir accès à plein d'informations pour la constitution des documents pour la création d'une société, par exemple, en RCA, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, on met très souvent en ligne des articles, des tips, des conseils, des choses à éviter, des choses à faire pour les pièges, tout ça, pour investir en Centrafrique. Donc là, on a par exemple, là, vous avez vu ici, par exemple, cet article qui parle des mesures d'incitation aux investissements privés en RCA. Tous ces petits articles-là permettent vraiment de sensibiliser les membres de la diaspora à toutes les personnes qui veulent investir, de vraiment se documenter et d'avoir suffisamment d'informations pour pouvoir faire quelque chose en Centrafrique. Donc là, cette partie-là, c'est l'équipe Bakamba. Donc, il y a moi, il y a Alix Kokoyo, il y a Païko Dimassé, Bertrand Junior et Tatiana Rémy. Pour l'instant, on travaille beaucoup avec l'ambassade de la Centrafrique ici sur Paris. Donc, très prochainement, ils vont pouvoir nous référencer et pouvoir guider toutes les personnes qui vont aller vers eux pour tout ce qui est entrepreneuriat, investissement. Ces personnes pourront, à travers le site de l'ambassade de la RCA, venir sur notre plateforme et ainsi, nous, on pourra les accompagner sur les différents aspects de l'entrepreneuriat en Centrafrique. On a aussi référencé pas mal de... comment dire, on a référencé toutes les administrations, toutes les entreprises, toutes les administrations qui permettent de créer des structures ou qui facilitent la création de structures en RCA. On a mis par exemple ici toutes les adresses et les numéros possibles pour qu'une personne qui veut aller en RCA ne puisse pas être perdue, qu'elle puisse vraiment avoir les adresses, les numéros des personnes à contacter pour créer sa structure. Donc voilà à peu près. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous répondrai sur ces points-là. Nous avons aussi, à travers cette plateforme, référencé toutes nos conférences. Ça permet aussi de sensibiliser les personnes sur ce qu'on fait. Donc là, très prochainement, la conférence là, qui est en ligne sera référencée sur le site. Et donc, les personnes qui n'ont pas pu prendre part à cette conférence pourront plus tard y aller dessus et voir ce qui a été fait. Excuse-moi, vas-y, pardon. Je vais compléter. Et aussi, oui. J'ai une suggestion. Vous savez que je vous conseillerais, c'est plus un conseil, de mettre le site en .cf parce que la racine.cf fait partie des top 10. Si vous mettez le site en .fr, vous aurez des gros problèmes pour être référencé. Alors que le .cf, elle est très demandée et il y a une certaine nationalisme qui se développe actuellement chez nous où on commence maintenant à comprendre qu'on doit replacer les Centrafricains au centre de tout. Je vous conseillerais mieux de changer votre URL et de le mettre en .cf. Ça va être un plus non négligeable. Et que nous pourrons peut-être utiliser ça aussi pour vous répertorier au niveau national parce que ça fait des statistiques pour moi-même quand je vais faire mon rapport sur l'état d'Internet en disant qu'il y a de plus en plus de structures qui utilisent cette racine-là. D'accord. Très bonne idée. C'est quelque chose qu'on va mettre en place prochainement. Donc, comme je disais, vraiment, ça permet vraiment à tous les Centrafricains d'avoir vraiment une plateforme unique sur laquelle ils pourront se renseigner, être accompagnés surtout pour monter leur structure en RCA. Tout ça vraiment pour vraiment faciliter l'entrepreneuriat en RCA. C'est parce que vraiment, je pense que c'est par l'entrepreneuriat qu'on pourra vraiment sortir notre pays
de tous les problèmes qu'elle connaît. Juste pour compléter, en gros, voilà, Arnaud a dit la totalité de ce qu'il a dit. Je vais juste pour parler, on va dire, non, je rigole, je vais compléter un peu, un peu Arnaud. En gros, en fait, euh, c'est un outil qui vous appartient, entre guillemets. Aujourd'hui, bon, c'est nous qui faisons, ça vous appartient parce qu'en veut, en fait, que voilà, vous l'utilisez comme vous voulez. Vous venez, vous vous renseignez. Quasiment tous les mois, on va mettre de nouvelles informations, on va mettre des, euh, des informations, que ce soit écrites par nous ou par d'autres structures. On va les mettre dedans pour les enrichir. Et ça va être des informations d'un point de vue économique, pour le moment, parce qu'on est plutôt dans la création d'entreprise. Ça peut être sociologique, mais il y a forcément un apport, un lien avec l'économie, parce que l'économie et la sociologie, à mon sens, vont ensemble. Ça peut être technologique, que vous pouvez également aussi voir dedans. Donc, en soi, vous pouvez voir, en fait, comme c'est marqué, au début, on a parlé un peu des potentiels de la Centrafrique, des opportunités qu'il y a dedans. Ensuite, on a parlé, au fait, des étapes de la création d'entreprise, ce qu'il faut, les coûts qu'on va vous demander à payer, parce qu'il y a une page où vous avez aussi les coûts de création d'entreprise. Arnaud, tu peux mettre la troisième page, le troisième onglet, s'il te plaît. Tu parles quel anglais? La création d'entreprise? Création d'entreprise, oui. Et donc là, par exemple, là, en fait, on vous a mis des temps un peu. Ah, mais c'est pas là. C'est dans où on a mis les coûts, là. C'est dans un article qu'on a Ah oui, poussé. c'est dans l'article, excuse-moi, ouais. Voilà, dans l'article où on avait mis ça. Voilà, c'est après, là, ouais, c'est ça, la création d'entreprise, là. Donc, voilà, dans ça, vous avez, en fait, les coûts pour créer son entreprise. Donc, ça vous évite, comme vous disiez tout à l'heure, Gauthier, en fait, la question pour éviter les corruptions, pour éviter de payer 1000 euros à qui que ce soit. Vous savez à peu près déjà les coûts que ça doit vous coûter. Vous vous préparez et vous y allez directement. Donc, ça évite d'avoir des informations par le frère de la sœur de ma mère qui m'a dit ça la dernière fois. Et arrivé là-bas, ça ne correspond pas à la réalité. Ces informations, on les a prises directement auprès des salariés, au fait des fonctionnaires qui travaillent au ministère de la Finance ou au service du commerce, qui nous les ont donnés et on les a traités pour mettre à votre disposition. On a même vu, même l'ambassade aussi nous a donné des informations. Donc, utilisez et voilà, revenez vers nous et comme ça, si vous avez des interrogations, on pourra répondre dessus. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire par rapport à ce site et merci en tout cas. Et pour compléter un peu, peut-être parler des réseaux sociaux qui ont les mêmes références aussi. BA Kamba, du coup. Oui, donc là, aujourd'hui, on a le Twitter, on a le Facebook, on a Instagram et on a la page YouTube où on met les vidéos, on met des publications, que ce soit voilà, plus de publications, on met dedans pour vous sensibiliser, hein, parce qu'il y a une partie sensibilisation et une partie accompagnement. Donc, vous pouvez, au fait, nous suivre et voir, en fait, les actions qu'on va faire au fur et à mesure. Et donc là, je rebondis sur ce que dit Junior. Donc là, pour l'instant, on fait de l'accompagnement à la création d'entreprises. Mais très prochainement, donc à court enfin à moyen et long terme, on va aussi faire de la domiciliation d'entreprise, les conseils sur les formes juridiques, la gestion et suivi de l'activité entrepreneuriale des personnes qui vont venir sur la plateforme. OK. Bah, merci beaucoup, merci tout le monde. Merci Tatiana, merci Païko, merci Arnaud, merci Alix, merci Gauthier à toi. On va rester en contact pour échanger. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire et surtout pour l'avenir, pour mettre en avant la diaspora qui veut investir. Donc, reste en contact. Merci pour la présence de tout le monde pour cette 4e conférence. La prochaine sera en début décembre. Et on vous communiquera d'ici un mois et demi pour vous préparer à la conférence. Merci à vous. Et merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Tout le monde. Allez. Au revoir. Bon week-end. Ciao. Au revoir. Au revoir. Païko? C'est moi.
Ouais, tu t'as arrêté l'enregistrement là? N'oublie pas l'arrêter. Ah oui, il faut que j'arrête. Désolé.